Cité administrative dans la commune du Plateau, la tour A en chantier depuis le 8 décembre dernier. Cette situation cause des désagréments aux populations. Au sommaire également, la fin de la 6e édition du Festival culturel des arts d'Abobo. Enfin au Panama, les derniers jours du chef des forces armées. Le 3 janvier 1992, le général Manuel Noriega est condamné à 40 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue et crimes. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Cité administrative du Plateau, à quand la réouverture de la Tour A? C'est la question que se posent aujourd'hui les Abidjanais. Cet immeuble fermé depuis le 8 décembre dernier subit une rénovation d'envergure, notamment au niveau du système électrique. La fermeture de la Tour A cause bien entendu des désagréments aux travailleurs et usagers. Des vivres et du matériel informatique offerts à l'école primaire publique de Trianicro, village situé à Dimbocro, dans le centre du pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Joie des enfants d'Afrique. Enfants et femmes issus de familles à revenus modestes reçoivent des dons en vivres et non-vivres. Ces dons sont de l'ONG internationale Joie des enfants d'Afrique, une ONG qui fait du social une de ses priorités. Les localités de Konankokorikro et de Trianicro dans les sous-préfectures de Toumoudi et de Dimbocro sont visitées en cette période de réjouissance populaire. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs en esquissant quelques pas de danse. Un événement qui a permis de renforcer la salle multimédia de l'école primaire de Trianicro en matériel informatique. Cette cérémonie de dons a enregistré la présence des autorités coutumières et administratives de ces localités. Un commentaire de Éric Goré. La commune d'Abobo, récemment en fête lors de la 6e édition de son festival culturel et des arts. Débutée le 29 décembre dernier, cette rencontre a offert une occasion aux artistes, artisans et autres opérateurs économiques de montrer leur savoir-faire. C'est un reportage de Koné Pargasoro. Mewe, Tia sont entre autres artistes chanteurs qui ont tenu en haleine le public du Festival culturel et des arts d'Abobo Festika, une initiative de l'animateur de la radio Fréquence 2, Kunta Madère. Le Festika, ça fait plus de 15 ans que je cogite. J'ai pensé ma chose, mais je n'avais pas de soutien. Vous avez été la seule personne qui m'a ouvert les portes et je vais vous dire merci. Comme les années précédentes, cette 6e édition du Festika a vu la participation des autorités de la commune avec à leur tête le maire Adama Tungara. Il n'a pas manqué d'encourager et de féliciter les organisateurs avant de leur traduire tout son soutien ainsi que celui de son conseiller. Je voudrais saluer mon jeune frère Kunta Madère qui au fil des années a pu construire un festival de cette importance pour rehausser l'image d'Abobo. Nous continuerons de soutenir Festika. Après la communauté Yoruba l'année dernière, cette année, la communauté burkinabé était à l'honneur. Festika, c'est aussi les jeux, le concours Miss et des danses, mais également l'exposition des œuvres d'art. Profitant de leur présence, le premier magistrat de la commune d'Abobo et ses plus proches collaborateurs ont visité certains stands en vue de contempler les différents tableaux. Ouvrons-nous aux autres, c'est le thème retenu pour cette 6e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festika. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il s'agit pour les autorités burkinabées d'encourager la participation assidue de la Côte d'Ivoire à cette rencontre. La 25e édition du FESPACO va se dérouler du 25 février au 4 mars prochain autour du thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ». Issa Yeo. Pour ce 25e rendez-vous du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu du 25 février au 4 mars prochain, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Les raisons qui ont amené le Burkina à porter le choix sur la Côte d'Ivoire a structuré et continue à structurer le domaine du cinéma, avec notamment, tout le monde le sait, l'opérationnalisation de l'Office national du cinéma, la montée en puissance du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, le FONSIC,
et également toutes les lois et tous les règlements qui sont en train d'être pris pour professionnaliser le secteur. Ajouter à cela tout ce que le BIRID a fait pour que les droits des créateurs soient protégés. Et nous travaillons pour que notamment les acteurs, les comédiens puissent être de plus en plus payés à la mesure de leurs talents. La Côte d'Ivoire, qui veut jouer le premier rôle dans ce secteur en Afrique, multiplie les réformes et donne les moyens aux producteurs à travers l'Office national du cinéma, ONACCI. Au vu de ses productions, elle entend faire mieux que de la figuration cette année. Il y a un peu plus d'une cinquantaine de productions ivoiriennes dans toutes les sélections qui seront donc à Ouagadougou. C'est donc dire que quantitativement, je vais ajouter à cela qualitativement, la Côte d'Ivoire sera très visible, très présente, avec beaucoup d'appétit à ce rendez-vous du cinéma et de l'audiovisuel. Fosseni Dambélé réitère la volonté du gouvernement à aider davantage les cinéastes afin de permettre au 7e art ivoirien d'être parmi les meilleurs du continent. La Côte d'Ivoire a déjà glané 2 étalons d'or au FESPACO depuis sa création en 1969. Le premier en 1981 par Lansine Kramo Fatika avec le film Djeli et le second en 1993 par Roger Nwambala avec Au nom du Christ. Le lancement du FESPACO à Abidjan aura lieu le 5 janvier prochain. Toujours au chapitre culture, les meilleurs mannequins africains de l'année 2016 récompensés récemment. C'était lors de la 7e édition des Awards du mannequinat africain. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody. On fait le point avec Sita Soro. Les Awards du mannequinat africain, cérémonie de distinction des meilleurs mannequins du continent et de sa diaspora. Pour cette année 2016, cette cérémonie est à sa 7e édition. Selon son commissaire général, le mannequin Fatim Sidimé, les Awards du mannequinat africain visent à promouvoir et à valoriser le mannequinat. Ce sont 22 trophées qui ont été décernés dans différentes catégories, notamment les seniors, les majors, la génération actuelle et la diaspora. J'ai pu recevoir ce prix et je suis très honoré. Et là, je me dis que j'ai encore pas mal de boulot à faire et je suis vraiment comment dire, boosté. C'est un métier de passion. Déjà, il faut le faire en Afrique par passion. C'est un métier qui apporte beaucoup, qui donne de l'assurance, qui permet de pouvoir s'exprimer à travers, même s'il y a du monde. Et donc, tous ceux qui veulent embrasser ce métier, je leur dis d'y aller, de foncer. Pour la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, le métier de mannequin est en phase avec l'esprit d'entrepreneuriat prôné par son ministère et au-delà, par le gouvernement ivoirien. Cette activité permet de résoudre un tant soit peu le problème d'employabilité des jeunes, parce qu'elle permet aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains de faire montre de leur talent et en même temps de gagner leur vie à travers le mannequinat. C'est pour dire que le gouvernement salue cette initiative, soutient tous ces acteurs de ce secteur-là. Les Awards du mannequinat africain 7e édition a également vu la participation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ramata Ly Bakayoko, et celle de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone, ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la mode. Hors de chez nous, en France, une trouvaille pour dissuader les voleurs d'huîtres. Un ostréiculteur du sud du pays a mis en place un système artisanal pour empêcher les vols de fruits de mer dont il est victime. Il s'agit d'une étiquette en plastique avec son nom et son adresse dans la coquille. Regardez. Numéro 2, 3 ou 4, creuse ou plate, l'huître, c'est la star des réveillons. Une star victime de son succès, plusieurs dizaines de tonnes sont dérobées chaque année dans les parcs ostréicoles. Il y a eu des dispositifs de mise en place, donc la gendarmerie qui tourne pas mal, qui fait des rondes, voilà, surtout la nuit. Et autrement aussi, on a fait un système de gardiennage, donc les ostréiculteurs payent un gardien qui vient voir la nuit sur tous les chantiers ostréicoles. Des sites difficiles à sécuriser, des dispositifs qui coûtent cher. Face à ce fléau, une start-up vendéenne a mis au point un mouchard anti-vol. Il a la forme d'une huître et se glisse directement dans les filets. 120 € par mois la bourriche de coquillage factice et au moindre mouvement suspect, l'huître mystère alerte le producteur sur son téléphone. Et donc à partir de là, vous recevez votre bourriche d'huître comme ça, il y a 12 huîtres dedans, vous dégoupillez, tac.
elle envoie son signal. Automatiquement, elle va se référencer ici dans votre parc sur la zone géographique qui aura été indiquée. Vous la mettez dans la poche à huîtres et terminé. 60 mois tranquille. Agences électroniques. Un bijou technologique capable de pister un voleur pendant 75 heures. 3 ans de travaux pour aboutir à ce coquillage espion déjà commercialisé au Vietnam. La dernière version du produit va encore plus loin, avec des détails encore à l'étude pour que le camouflage soit parfait. Il faut que les informations soient diffusées à marée basse. Donc on a des épaisseurs de matière à respecter et puis surtout une étanchéité, puisqu'il faut que ce soit minimum 3 ans en immersion. Et là, on est sur la définition des colorants, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une huître qui ressemble le plus à une huître. En France, les ostréiculteurs devraient pouvoir s'équiper à partir de février. Une 50aine testerait déjà l'huître mystère, notamment dans le bassin d'Arcachon et sur la côte méditerranéenne. Décision ferme des autorités brésiliennes après la mutinerie de Manaus dans le nord-ouest du pays. Les responsables de ces violences seront transférés dans des prisons fédérales à la sécurité renforcée. Le massacre de Manaus a fait 56 morts, dont nombre d'entre eux ont été décapités récemment. Des interpellations aujourd'hui en Turquie au lendemain de l'attentat contre une boîte de nuit à Istanbul. 2 étrangers soupçonnés de lien avec l'attaque ont été arrêtés à l'aéroport Atatürk. Leur nationalité n'a pas été précisée. Les collines de Valparaiso au Chili, ravagées hier par un incendie. 19 blessés, 400 personnes évacuées et une centaine d'habitations est détruite. La sécheresse sévit dans la région. Enfin, 3 janvier 1992, le chef des forces armées panaméennes, le général Manuel Antonio Noriega, est capturé par l'armée américaine. Il est ainsi constitué prisonnier de guerre, puis condamné à une peine de 40 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue, crime et blanchiment d'argent. 3 juillet 1990, Manuel Noriega est condamné à 40 ans de réclusion aux États-Unis. Manuel Noriega, né le 11 février 1934 à Panama City. Son destin doit beaucoup aux États-Unis. C'est eux, au tournant des années 60-70, qui font de ce jeune militaire l'un de leurs relais officieux à Panama. Premier chef des forces armées en 1983, il collabore plus que jamais avec la CIA, percevant jusqu'à $200 000 par an. Ambitieux, il prend vite goût au pouvoir et au luxe, au point d'échapper à tout contrôle. Le voici bientôt un despote nationaliste, suspecté de jouer en fait sur tous les tableaux, de tromper les États-Unis pour mieux servir les caïds du cartel de Medellín. Il faut attendre 1987 pour que le vent tourne. Les amitiés de Noriega et la violence de ses partisans lassent la Maison-Blanche. Le président George Bush père craint ses liens avec Cuba, le Nicaragua, la Libye, et redoute plus encore de perdre toute emprise sur la zone du canal. Arrive à l'automne 1989. À Berlin, le mur tombe. Au Panama, Cara de Piña, Manuel Noriega persiste à jouer les fiers. Les 13 000 GI militaires américains chargés de sécuriser la zone du canal qui fut sous l'administration américaine jusqu'en 1979 ne livraient pas. Le 15 décembre, il franchit le Rubicon en s'autoproclamant leader maximum à l'instar de Fidel Castro et déclare son pays en état de guerre. Mais ses gesticulations, semble-t-il, ne trompent pas personne. Il est en réalité très isolé. Répétons-le, plusieurs exactions à l'encontre même de touristes et citoyens américains, entre autres maladresses, provoquent la colère de George Bush père, mais capturer Noriega ne sera pas chose aisée. L'opération Juste Cause est lancée le 20 décembre à 0h45 à Panama City. C'est l'état de siège. Des jours plus tard, la traque de Noriega va s'accentuer. Plusieurs médiations, dont celle du nonce apostolique du Panama, José Sébastien Laboa, auprès de qui il s'est réfugié, seront menées. Noriega finira par passer un accord et le 3 janvier 1990, il se rend aux Américains. Une Bible en main. Voilà, des précisions de Franck Quadio. Très bonne suite des programmes sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.